soyez les bienvenus ici à Angers. Merci d'avoir répondu à l'appel de ces 4e assises de la filière cheval, le groupe Ouest France. Rodolphe Deloine et toute son équipe à laquelle je me joins vous remercie donc d'être présent aujourd'hui pour cette 4e édition qui nous accueille donc aujourd'hui à Angers. Les assises sont nées en Normandie et rejoignent aujourd'hui une nouvelle et autre grande terre de cheval, la région Pays de la Loire. Aujourd'hui, c'est déjà demain. Il réinvente le monde du cheval. C'est le thème que nous avons décidé de donner à ces 4e assises de la filière équine. Tout au long de la journée, nous allons accueillir des intervenants qui ont décidé d'entreprendre dans cette filière, pour certains, et la très grande majorité d'entre eux d'ailleurs, avec succès, mais nous allons nous poser bien sûr dans un premier temps les bonnes questions, en tout cas on le souhaite. À savoir si en 2017 et encore plus en 2020, est-ce bien raisonnable de créer une entreprise dans la filière entre négatif et positif? Ce sera notre premier thème de table ronde. Créer une entreprise cheval, créer des richesses, des sociétés, des témoignages d'entrepreneurs venus de toute l'Europe seront à vous proposer tout au long de cette journée. Que je vous propose de débuter tout de suite avec un premier témoignage, car nous sommes en effet cette année pour la première fois à Angers. Christian Gillet, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire, aurait souhaité être avec nous, mais il ne peut pas. Il nous a donc laissé un petit message en vidéo que je vous propose de découvrir. Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir ici à Angers, en Maine-et-Loire, en Anjou, pour la 4e édition des assises de la filière équine. L'Anjou, vous le savez, est une terre de cheval, à la fois un sport, un loisir, une véritable culture, à travers ses nombreux hippodromes, ses événements équestres, mais aussi ses éleveurs. Nous sommes ici à Angers, mais l'Anjou c'est aussi Saumur, son école nationale d'équitation, son cadre noir et son équitation de tradition française classée au patrimoine mondial par l'UNESCO. C'est aussi le Lion d'Angers et son mondial. Dans le domaine départemental de l'île Briand, véritable maison du cheval, nous avons la Société des courses, nous avons l'Institut français du cheval et de l'équitation, bien sûr, avec les haras nationaux. Nous avons les haras du Lion d'Angers, nous avons le poste à cheval de la gendarmerie. Tout ceci est une filière extrêmement importante. Et puis l'Anjou, vous savez, cultive aussi pour ses collégiens l'amour du cheval. Nous avons Collège Ancel et nous avons de nombreux sentiers de randonnée que nous travaillons avec nos associations Équiliberté, le comité départemental du tourisme équestre. Donc visitez l'Anjou, voyez l'Anjou à cheval et bien évidemment je vous souhaite une très bonne journée et vous donne rendez-vous dès demain au Mondial du Lion, championnat du monde des jeunes chevaux de 6 et 7 ans. Ces chevaux, vous les retrouverez en 2024 aux Jeux Olympiques de Paris. Bonne journée à tous. Voilà, en introduction, car en effet, nous sommes à la veille du mondial, la date ayant permis justement à certains d'être dans cette optique. Une petite précision, si vous souhaitez envoyer des questions, nous serons interactifs tout au long de cette journée. Il y a un hashtag qui a été mis en place, hashtag AFEquine, assise de la filière équine, pour pouvoir poser des questions. On les proposera sur notre grand écran tout au long de cette journée. Soit vous posez bien sûr des questions en direct dans la salle, puisque cette journée se veut également la vôtre. On vous donnera la parole tout au long de ces tables rondes. Mais si jamais vous ne souhaitez pas prendre le micro, sachez que vous pouvez envoyer vos questions, pourquoi pas vos remarques, avec ce hashtag. L'ouverture des 4e assises de la filière équine, c'est maintenant, comme vous avez pu le voir sur ces images. Et on va donc débuter notre première table ronde que je vais avoir le plaisir de présenter avec François Lopé, que je vais inviter à me rejoindre tout de suite sur scène.
François Lopé de Turfcom, et puis également Pascal Heidemann pour l'IFCE, François Clément de l'IFCE et Jean César de l'IFCE, 3 témoins qui vont venir nous parler de la photographie de la filière équine en 2017, entre négatif et positif, à cheval entre négatif et positif, a-t-on présenté cette table ronde, François. Je vous laisse peut-être présenter, bonjour tout d'abord, je vous laisse présenter nos intervenants. Bonjour à tout le monde, bonjour à l'aéropage de l'IFCE. Donc nous avons demandé pour ouvrir cette journée de faire un point, c'est ce que nous essayons de toujours faire, sur la filière, son état de santé. Et compte tenu qu'il y avait eu un travail tout à fait remarquable de fait en 2012 sur une projection à l'année 2030, de savoir comment en 2017 ces scénarios qui avaient été élaborés, où ils en étaient. Et M. César, qui a rejoint l'IFCE en début d'année, nous donnera une vision d'un homme frais, qui vient de l'administration centrale, mais qui a un regard frais sur sa filière. Voilà, donc en préambule, nous allons vous passer un petit film. Oui, absolument. En introduction, comme le disait François il y a quelques instants, vous proposez de faire cette photographie de la filière équine en 2017. Car en 2012, l'INRA et l'IFCE tentaient de répondre, comme le disait François à l'instant, à la question suivante: quel sera le visage de la filière équine à l'horizon 2030? Tout un programme. 4 scénarios étaient alors ressortis de cette étude, tous à cheval: le cheval des élites, le cheval citoyen et le cheval compagnon, chacune de ces hypothèses débouchant sur un paysage équin très différent les uns des autres. 5 ans plus tard, la filière est confrontée à une baisse très sensible du nombre de ses usagers consommateurs, entre guillemets, à savoir les équitants, mais aussi les parieurs, mais également chez les propriétaires de chevaux de course comme des chevaux de sport. D'autres chiffres vous seront présentés dans quelques instants par Pascal Heidemann, qui atteste de récents changements majeurs dans la consommation des produits équins. Ajoutez à cela une baisse du pouvoir d'achat, l'augmentation du taux de TVA et les modifications du rythme scolaire, le panel est assez compliqué. Et la tendance de ces dernières années amenait plutôt vers un scénario du cheval des élites, et une question se posait autour du cheval compagnon. Parallèlement, il est a priori important de s'interroger sur l'évolution souhaitée pour notre filière dans un projet de société. L'idéal serait évidemment d'assister à un développement conjoint de tous ces scénarios, celui de tous à cheval pour le développement économique des entreprises, celui du cheval des élites pour l'aspect performance sportive et son rôle moteur sur la pratique de masse dans les centres équestres notamment, et puis celui du cheval citoyen pour son rôle sociétal et son image positive qui lui est associée. Alors pour mener à bien ces 3 scénarios, ces 3 hypothèses, et voir comment la filière peut continuer à se développer, il convient de toute manière de trouver des nouveaux relais de croissance pour prendre un nouveau départ, et pourquoi pas un nouveau départ pour la filière équine. Jean César, nommé à la tête de l'IFCE en début d'année, comme le disait François, va identifier de nombreuses pistes dans quelques instants. Mesdames, messieurs, donc c'est à vous la parole pour ouvrir ces 4e assises de la filière équine. Et François, votre première question. Alors on va commencer par Pascal. Oui, merci, bonjour à tous. Donc, qui est ingénieur agronome, qui est responsable de l'observatoire à l'IFCE, et dont la charge est de tracer du mieux possible tous les indicateurs qui permettent de mesurer l'état de santé de la filière. Donc, aujourd'hui, en 2017, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont un petit peu, des clignotants qui sont un petit peu à l'orange ou au rouge. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux ? Alors effectivement, je vais vous présenter à l'aide d'illustrations un petit peu les données dont on dispose pour suivre l'évolution des usages du cheval en France ces dernières années. Comme vous le disiez en introduction, le contexte économique n'est pas négligeable, puisqu'en fait, en 2012, ça a été une année assez phare pour le contexte économique français, avec une baisse du pouvoir d'achat historique, d'après les données de l'INSEE. Et on va voir que ça a un impact, entre autres, parmi d'autres facteurs qui ont pu intervenir sur l'usage du cheval en France. Vous avez la télécommande tout près de vous, le petit bouton vert pour faire avancer. Très bien.
Voilà, alors pour commencer, on s'intéresse ici au segment du sport-loisir et en premier lieu les cavaliers dans les centres équestres qu'on suit au travers des cavaliers licenciés à la FFE. Donc vous avez représenté ici l'évolution du nombre de cavaliers licenciés à la FFE donc, depuis 2010. Et donc on observe qu'en fait l'effectif de cavaliers licenciés a connu un pic l'année 2012 puisqu'il a dépassé cette année-là les 700 000 cavaliers. Et depuis 2012, en fait, on observe un recul chaque année de l'effectif de cavaliers, avec en 2017, donc la saison qui vient de s'achever à fin août, un nouveau recul de l'ordre de 3%, et un effectif en fin de saison 2017 qui avoisine un peu moins de 650 000 cavaliers licenciés à la FFE. Donc globalement, sur la période depuis 2012, on a observé un recul de près de 10% de cet effectif de cavaliers, donc ce qui est important. Malgré tout, ce qui convient, c'est d'analyser cela en regardant les catégories de cavaliers. Vous avez en dessous la répartition et l'évolution de ces cavaliers selon la répartition hommes, femmes et seniors, juniors. Et en fait, ce qu'on constate, que c'est surtout les effectifs de cavaliers juniors qui ont principalement régressé, et depuis même 2011. En fait, le recul sur cette période-là, c'est de l'ordre de 85 000 cavaliers juniors en moins. Donc c'est important. Et par contre, ce qu'on constate, c'est que malgré tout, les cavalières adultes, donc seniors, sont restées en croissance sur cette période-là. Et donc, à l'inverse des juniors, on a un effectif qui s'est accru de 25 000 cavalières adultes sur la période. Est-ce que vous avez une explication justement à cette augmentation du secteur femmes seniors ? Alors une explication, là nous, pour l'instant, on constate d'analyser ça au travers des chiffres disponibles. On n'a pas le détail du profil exact de ces cavalières, et notamment si ce sont des primo-cavalières ou bien si c'est des cavalières qui ont peut-être été en centre équestre plus jeunes et qui sont revenues à l'équitation. Donc ça, c'est des éléments qu'on aimerait creuser avec la FFE. Pour l'instant, on n'a pas d'explication. Vous n'avez pas d'explication. Mais c'est vrai que sans doute, peut-être, la FFE a sans doute des éléments, mais c'est possible que ce soit pas forcément des nouvelles cavalières. C'est des cavalières qui reviennent vers l'équitation ces dernières années. Alors toujours en sport loisir, autre segment de marché important, c'est la compétition équestre. Donc vous avez ici l'évolution des cavaliers compétiteurs, les taux d'évolution qui sont comparés avec l'évolution des cavaliers pratiquants qu'on a vu juste avant. Et donc sur la période ici, ce qu'on constate, c'est qu'entre donc depuis 2010 et jusqu'en 2016, on a un nombre de compétiteurs qui s'est toujours accru pour atteindre les plus de 160 000 cavaliers compétiteurs en 2016. Donc c'est un cavalier sur 4 en centre équestre qui exerce la compétition. Donc une dynamique de croissance importante. Vous avez en dessous l'effectif de partants en compétition et donc l'évolution de cet effectif, qui a atteint en 2016 près de 1,6 million de départs en compétition, avec un effectif de départ croissant sur toute la période. On observe plus de 20% de partants en compétition sur la période. Et ce qui est marquant, c'est qu'aussi sur cette période-là, si on voit que le saut d'obstacle reste la discipline majeure, avec plus de 80% des départs dans cette discipline, on observe aussi l'émergence de nouvelles disciplines en compétition, qui représentent ces dernières années jusqu'à 10% des partants. Et ces disciplines, donc il y en a une vingtaine, mais les principales qui ont émergé, c'est notamment le pony games, le trek, le horseball et puis également l'équifun, qui représentent chacun plus de 10 000 partants par année en compétition. Donc des nouvelles disciplines qui se développent. Et par contre, ce qu'on observe quand même, malgré cette croissance, c'est que depuis 2014, il y a quand même un tassement de l'activité. On voit que l'effectif de partants s'est plutôt stabilisé. Et surtout, en 2017, vous voyez en haut qu'on observe une première baisse de l'effectif de compétiteurs, ce qui n'était jamais observé auparavant. Donc ça peut être un signe quand même d'un changement de dynamique d'activité pour les années à venir. Vous disiez Equifun, vous pouvez juste nous dire ce que vous mettez dans Equifun ? Equifun, c'est une discipline qui est créée par la FFE et donc qui est exercée en compétition, et ce sont des épreuves de maniabilité en fait à cheval. Troisième volet, donc, dans le sport loisir, ce sont les propriétaires de chevaux. Donc on peut suivre au travers des données de cartes de propriétaires enregistrées, donc les renouvellements de cartes enregistrés par le CIR de l'IFCE. Et par ailleurs, en fait, l'Observatoire économique procède à des enquêtes régulièrement auprès de ces nouveaux propriétaires de chevaux pour savoir justement pourquoi ils ont acheté ces chevaux-là, pour quelles activités notamment et par quel circuit d'achat.
Donc la dernière enquête est toute récente, elle a été menée en début d'année, elle porte sur le marché 2016 et elle nous permet de comparer les évolutions depuis l'enquête précédente qui portait sur l'année 2011. Ce qu'on constate, c'est que les achats pour le sport loisir sont en léger recul. Malgré tout, c'est de l'ordre de 50 000 équidés achetés pour le sport loisir encore en 2016. L'autre élément marquant, c'est les usages qui évoluent. Donc, vous avez en haut la répartition des activités prévues par les acheteurs qu'on a enquêtés. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que l'activité de promenade, donc l'équitation extérieure, qui était une activité importante, a reculé depuis les 5 dernières années. Donc, elle ne représente plus que 2 achats sur 10. Alors qu'à l'inverse, on a une augmentation des achats de chevaux légèrement un peu plus pour la compétition et surtout plus pour l'équitation polyvalente et l'enseignement dans les centres équestres. Donc là, les achats directement par les centres équestres qui se sont développés sur cette période-là. Ce qu'on observe aussi, un autre élément marquant dans cette enquête qu'on vient de mener, c'est l'évolution des pratiques. En fait, on demande aux acheteurs pour quelle forme de pratique ils ont acheté ce cheval. Et en fait, un résultat marquant, c'est la hausse importante de l'usage à pied, ce qui était assez négligeable jusque-là. Et là, dans cette enquête, on constate qu'on a près de 3 achats sur 10, donc 3 acheteurs sur 10 qui nous disent qu'ils ont acheté ce cheval aussi pour une pratique à pied, donc pas forcément que à pied, hein, c'est principalement un usage complémentaire à l'activité montée. Mais c'est important parce que c'est presque donc, plus d'1 sur 4 achats, alors que c'était seulement à peine 5% il y a 5 ans. Donc un développement marquant avec donc quand on dit travail pratique à pied, en fait, c'est pas simplement le cheval compagnon dont on s'occupe, c'est vraiment une pratique et des activités à pied, et notamment l'éthologie qui s'est développée de ce que nous disent les acheteurs, l'éthologie, le travail à pied, et que ce soit dans une pratique de loisir, mais aussi une pratique de travail, hein, puisque ça concerne les amateurs, mais aussi les acheteurs professionnels. Alors, pour la partie course, on s'intéresse ici à un premier marché qui concerne les parieurs sur les courses hippiques. Vous avez ici l'évolution des enjeux misés sur les courses hippiques qui sont répartis par type de clients. En fait, on distingue les parieurs qui misent dans les points de vente PMU, donc les paris en dur, de ceux qui misent sous forme de paris en ligne. Et on a distingué également les paris à l'étranger qui nous concernent et nous intéressent moins, qui étaient en croissance, mais qui nous intéressent moins pour suivre l'évolution du marché français. Ce qu'on constate, c'est que sur la période ces dernières années, le montant des enjeux sur les courses a reculé depuis 2012, et notamment donc les paris enregistrés dans les points de vente PMU, qui sont quand même le marché majeur encore aujourd'hui, qui avait avoisiné presque 10 milliards d'euros de paris enregistrés en 2011 et qui a atteint à peine les 8 milliards d'euros en 2016. Donc un recul très marqué sur ces dernières années. Vous avez en dessous l'évolution de ces paris, donc à la fois les points de vente PMU en point de vente PMU et sur les paris en ligne. Et on voit que les paris en ligne qui ont été ouverts à la concurrence en 2010, donc qui se sont développés à partir de 2011, mais on voit qu'eux aussi ont reculé sur cette période, et notamment à partir de l'année 2013, avec une baisse marquée en 2016 qui a atteint presque 10%. Par contre, quand même un signal positif, c'est le début d'année 2017, puisqu'on a des premiers chiffres sur début 2017, le premier semestre, et qui semble montrer que les paris hippiques se redressent légèrement, notamment les paris en ligne qui ont enregistré une hausse de 4%, et également les paris PMU qui semblent se stabiliser. Le dernier volet, donc, ce sont les propriétaires de chevaux de course, cette fois. Qu'on peut suivre au travers des données des sociétés mères, donc l'effectif de propriétaires de chevaux qui ont couru sur les dernières années. Ce qu'on constate, donc, c'est qu'on a environ 4500 propriétaires 4600 propriétaires de galopeurs et de trotteurs. Et en fait, l'évolution, là aussi, a reculé. Alors légèrement, mais elle a reculé, et notamment un peu plus en galop qu'en trot, et surtout sur la période de 2012-2014. Et si on regarde l'effectif de chevaux en course, là, on a des tendances un peu différentes. En fait, on constate que l'effectif de trotteurs a eu tendance à augmenter ces dernières années, et ce qui peut être lié notamment à la hausse de production les années antérieures. Par contre, en galop, on a un effectif qui a diminué sensiblement, donc de 7% sur la période. Ça représente 1000 chevaux en moins en course, donc de galopeurs en moins dans les courses, donc avec un impact important sur l'activité économique dans les écuries.
Et par ailleurs, les propriétaires de galopeurs, donc si on observe le ratio donc, du nombre de chevaux ayant couru par propriétaire, ce ratio-là a eu tendance aussi à diminuer légèrement. Donc ça veut dire que les propriétaires qui ont maintenu l'activité ont quand même réduit leur cheptel. Merci Pascal. Voilà, donc juste pour finir en bref, ce qu'on constate, c'est que depuis 2010 et notamment depuis 2012, on a une demande qui a reculé à la fois au niveau des parieurs, des jeunes cavaliers, des propriétaires de chevaux de sport, de chevaux de course, mais une compétition qui est restée attractive. Et avec, par contre, en 2017, on voit des tendances qui pourraient s'inverser au niveau des paris, pics et aussi le recul de la compétition. Et en parallèle, on a quand même une demande qui a évolué. Donc, on a vu l'émergence de nouvelles disciplines en compétition, de nouvelles pratiques autour du cheval pour les propriétaires de chevaux de sport loisirs, et aussi des cavaliers, donc des cavalières adultes qui sont en croissance. Merci, Pascal. On va passer le relais tout de suite à Françoise Clément. Donc, vous êtes vétérinaire de formation et depuis plusieurs années, vous êtes responsable au sein de l'IFCE de l'innovation, du développement et de la recherche. Et à ce titre-là, vous avez mené ce travail avec beaucoup de forces variées et diverses quel cheval et quelle filière en 2030. Donc, est-ce que vous pouvez, de manière très synthétique, nous dire ces scénarios et aujourd'hui, où vous en êtes 5 ans après avoir sorti 4 scénarios qui, aujourd'hui, ne sont plus tout à fait les mêmes? Bonjour, merci de m'avoir invité. Vous m'entendez? Oui. Oui, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà. Allez-y. Vous avez la petite... La télécommande qui vous permet de passer ça que vous avez présenté, préparé. Petit problème. Si on débutait votre propos, ils vont tout de suite arriver. Donc en fait, l'étude prospective à l'horizon 2030 a été menée en 2011. Et donc, on va avoir une approche un peu, on va dire, plus qualitative que celles qui ont été, enfin, que les chiffres que nous a présentés Pascal. Donc, cette étude qui montrait l'horizon de la filière équine en 2030, donc, racontait, on va dire, 4 histoires qui étaient contrastées. Donc ces 4 histoires, l'avenir en fait ne sera qu'un mélange de proportions variables de ces 4 histoires. La première, c'est le scénario Tous à cheval, donc où là on est plutôt sur les classes moyennes, où c'est vraiment devenu le loisir principal des Français, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quel que soit son niveau, et donc plutôt classe moyenne. Le deuxième scénario, qui est le scénario de cheval des élites, où on est plutôt sur un scénario en récession économique, donc où le cheval reste un petit peu réservé aux classes aisées, donc c'est redevenu un signe de distinction sociale, et avec un gros moteur qui est la compétition. Le troisième scénario, qui s'appelle le cheval citoyen, donc c'est un scénario où on est sur des évolutions de la société, où le cheval est utilisé pour ses bénéfices, soit environnementaux, donc pour utiliser des terrains un peu délaissés, ou dans les villes, ou pour son utilité sociale, donc en tant que médiateur dans l'éducation, dans la réinsertion ou pour le handicap. Enfin, le dernier scénario, qui s'appelle le cheval compagnon, où là, on est plutôt sur le scénario porté par la montée de la société vers le bien-être animal, et où, en fait, ce scénario-là, on est plutôt avec un cheval qu'on ne va pas utiliser, dont on va aimer prendre soin. Donc, à partir de ces 4 scénarios-là, nous avons regardé, finalement, quelle était l'évolution récente à partir des chiffres. Donc, quelle était l'évolution récente que l'on avait observée entre la réalisation de l'étude et aujourd'hui. Et clairement, mais les chiffres de Pascal l'ont montré, le scénario cheval pour tous a régressé, moins de cavaliers, moins d'équidés.
Le scénario cheval des élites a augmenté avec un bon moteur vers la compétition équestre. Le cheval citoyen reste un petit peu des initiatives encore un peu de niche. Et le cheval compagnon a vraiment augmenté, surtout dans la gestion de la fin de vie, où on a beaucoup plus de chevaux qui partent à la retraite après leur utilisation, au lieu de partir à la boucherie. Le deuxième volet, c'est que par rapport à ces évolutions remarquées, finalement, quelles sont les tendances les plus probables pour les 4 ou 5 années à venir? Donc là, en fait, on regarde plutôt le moteur de chaque scénario. Donc le moteur du scénario Cheval pour tous, c'est un moteur économique. Donc finalement, aujourd'hui, on assiste à une petite reprise économique. Donc on peut espérer que ce scénario-là, finalement, reparte et qu'on retrouve une clientèle française pour le loisir à cheval. Le scénario Cheval des élites, comme on l'a vu, il a quand même lui un très bel avenir devant lui parce qu'il restera, la compétition est un bon moteur. Enfin, le scénario Cheval citoyen, il est très basé sur finalement l'apport des collectivités territoriales, donc l'apport des financements publics. Donc il a peut-être un facteur de fragilité, mais on voit beaucoup de choses autour de la médiation équine qui se développent néanmoins. Et quant au cheval compagnon, lui, on connaît tout le mouvement sociétal autour du bien-être animal. Donc, ça nous reste vraiment un scénario qui risque de monter. Et donc, si ce scénario monte du cheval compagnon, le risque, c'est que les autres usages, qu'il puisse y avoir une compétition entre cet usage compagnon, donc moins d'animal de rapport, pour plus d'animal de compagnie. Donc maintenant, oui, les deux, en termes de souhaitable pour la filière, quand on regarde l'impact social, environnemental ou économique, il est clair que les 3 premiers scénarios qui utilisent les chevaux, que ce soit cheval pour tous, cheval des élites ou cheval citoyen, finalement, ils s'auto-enrichissent les uns entre eux. Le cheval pour tous, il apporte vraiment du développement de l'emploi. Le cheval des élites, il va plutôt drainer en termes d'image vers la compétition, donc servir d'un petit peu d'apport. Et le cheval citoyen, il va, en termes d'image, il a une très bonne image, il apporte une très bonne image du cheval qui compense un petit peu son image élitiste. Donc ces 3 scénarios s'auto-enrichissent et sont vraiment en synergie à développer. Le cheval compagnon, en revanche, c'est plutôt un scénario un peu menace parce que poussé à l'extrême, il va plus ou moins limiter l'utilisation des équidés. Il va par exemple interdire la consommation de la viande de cheval. Donc il risque d'aboutir à la disparition des autres scénarios. Merci Françoise. Est-ce que vous avez fait le tour? Je pense. Merci. Sans slide. Même sans diapositive. Donc toutes nos félicitations. Bon, Monsieur César, vous êtes bardé de diplômes, vous avez fait les ponts, vous avez fait les eaux et forêts, vous avez fait l'agro, et vous avez été directeur de la DRAF en Normandie, c'est la direction de l'aménagement du territoire, de la forêt, enfin des agriculture, alimentation et forêt. Vous êtes à la tête de l'IFCE depuis le début de l'année. Quelle image vous avez et quel levier vous comptez, à votre avis, la filière a et comme opportunité pour mieux se porter aujourd'hui et surtout demain? Donc, comment vous la sentez, vous, cette bonjour filière? à tous. Alors, peut-être la filière, et ça a été assez bien exprimé donc à la fois par Pascal et par Françoise, aujourd'hui, sans doute, elle est, on va dire, dans un virage. Et ce virage, il se caractérise, à mon sens, par deux choses importantes. D'abord, constater qu'en fait, sans doute, la filière équine et le marché du cheval, au sens large, que ce soit la course, les loisirs ou le sport, il a atteint sa maturité. C'est-à-dire qu'après une période de croissance importante, on va dire les 20-30 dernières années,
qui s'est traduite effectivement par l'augmentation du nombre de licenciés, également donc l'augmentation des paris hippiques. Aujourd'hui, on arrive dans quelque chose d'un petit peu différent, où finalement, quelque part, voilà, la croissance, elle viendra peut-être plus... Pour vous, c'est un marché mature. Voilà, c'est un marché mature. Quantitativement parlant. Voilà, quantitativement. On pourrait le comparer assez bien. Moi, j'aime bien comparer la filière équine au Club Méditerranée, vous voyez, parce que le Club Méditerranée, finalement, c'était les vacances pour tous. Donc ça, c'était très à la mode, on va dire, dans les années 70-80. Aujourd'hui, les vacances pour tous, il y a au-delà du Club Méditerranée, il y a beaucoup d'entreprises, ça devient très concurrentiel. Et quelque part, c'est un petit peu ça. Avec, pour les courses, peut-être une particularité et un problème particulier qui est le fait que la population des parieurs est vieillissante et qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu à retrouver, donc à intéresser les jeunes générations, finalement, à cette activité-là. Hein, donc là, c'est un vrai défi, alors que peut-être pour le loisir et le sport, le vrai défi, c'est de se dire, bon, bah, maintenant que j'ai fait le plein en termes de croissance quantitative, l'idée, c'est sans doute peut-être de monter en gamme, et on le voit très bien avec l'émergence finalement de nouvelles activités, l'émergence de la médiation équine, également dans le secteur de l'enseignement, où effectivement on voit arriver entre guillemets des seniors, donc qui eux vont pas avoir forcément la même demande en termes de formation que des jeunes qui montent en poney club. Et donc voilà, l'idée que demain les services que devra offrir cette filière vont devoir évoluer sans doute en qualité, et peut-être que la croissance elle viendra de cela, c'est-à-dire de la capacité de la filière à s'adapter à une nouvelle demande dans un contexte beaucoup plus ouvert, hein, parce que c'est vrai aussi qu'on est dans un contexte de mondialisation d'Europe. Le marché du cheval, finalement, il est aujourd'hui européen. On peut acheter des chevaux un peu partout en Europe. Et donc voilà, bon, pour moi c'est ça, cette caractéristique aujourd'hui de la filière équine. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire pour s'adapter et répondre à ses besoins de demain? Alors je pense d'abord qu'elle a un certain nombre d'atouts, et il faut qu'elle joue sur ces atouts. Alors ils sont lesquels? Alors les atouts de la filière française, c'est d'abord sans doute l'excellence de son élevage. Et c'est vrai que nous avons, en termes d'offres de chevaux, d'excellents chevaux à proposer, que ce soit dans le domaine des courses, et on le voit bien aujourd'hui, les ventes de Deauville se portent bien, également dans le secteur des sports et des loisirs. La question de notre élevage, alors elle tourne sans doute autour de la capacité de la filière à s'organiser pour mieux valoriser les chevaux qui sont produits et répondre peut-être mieux, je dirais, à une demande qui est en évolution. Mieux savoir s'exporter. Voilà. Mieux savoir exporter notre génétique. Voilà. Alors là, effectivement, il y a également, à travers l'exportation, à mon avis, un deuxième également relais de croissance, c'est-à-dire ne pas regarder que le marché intérieur avec les équitants français, mais effectivement savoir regarder donc au-delà de nos frontières, où là également nous avons des cartes importantes à jouer, sachant que alors il y a aussi des sujets à travailler. Hein. Les sujets à travailler, c'est par exemple le sanitaire. C'est-à-dire que pour accompagner l'excellence de notre génétique, sans doute, il faut que si nous voulons attaquer des marchés... On ait des protocoles vétérinaires et sanitaires impeccables et qu'on soit en capacité d'exporter des chevaux avec une qualité sanitaire impeccable. On le voit bien sur des marchés comme le Japon aujourd'hui, où on a un potentiel, par exemple, pour la viande, et derrière, on a des gros enjeux, notamment avec la pyroplasmose. Quelle place, quel rôle de l'IFCE dans tout cela, puisque vous avez, semble-t-il, une vision, quelle est votre vision pour l'IFCE? Et après, on passera aux questions de la salle, si vous voulez bien. Alors, l'IFCE, aujourd'hui, est en transformation et achève ses transformations. L'ambition pour l'IFCE, c'est de demain devenir l'institut technique pour la filière équine et d'offrir, je dirais, une expertise à travers la recherche, le développement, la formation de compétences
pour les offrir à la filière. Ça aussi, c'est un enjeu d'avenir pour la filière. Aujourd'hui, quand on regarde le niveau de formation de la filière par rapport, je dirais, par exemple, aux autres filières agricoles, on est un petit peu en dessous. Vous trouvez que, j'ai lu effectivement sous votre plume que vous trouvez que on est moins bien formé dans le cheval que dans d'autres filières agricoles. Oui, absolument. Alors ça, c'est un peu la statistique. Quand on regarde le niveau des diplômes, donc on est plutôt moins bien formé dans le secteur agricole, dans le secteur du cheval que dans le secteur agricole. Donc là, on a l'idée que effectivement, si demain on veut mieux exporter, si demain voilà, les clubs hippiques doivent offrir des prestations nouvelles donc à leurs clients. Si demain les éleveurs doivent mieux commercialiser leurs chevaux, eh bien peut-être effectivement il faudra que collectivement on fasse monter aussi les compétences à l'intérieur de la filière. On parlera de la formation tout à l'heure. Voilà, et ça c'est une mission de l'IFCE. Et puis enfin, la dernière mission de l'IFCE sur, je dirais, l'expertise et la connaissance, c'est de valoriser le patrimoine équestre français. Vous avez rappelé tout à l'heure que l'équitation de tradition française était inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça aussi, c'est un actif pour la filière. Et c'est un actif qui peut se valoriser à la fois sur le marché intérieur, mais également à l'exportation sur les marchés internationaux. Et donc nous avons l'ambition d'offrir finalement cette expertise et ce savoir-faire par la recherche, donc avec un regard tourné vers l'avenir, également un regard tourné vers le présent, donc là c'est la transmission des savoirs, c'est la formation, et puis le regard vers le passé, c'est de mettre en valeur notre très beau patrimoine équestre pour le valoriser. Voilà, donc ça ce sont les atouts. Et puis après, sans doute, nous avons un certain nombre de défis à relever. Donc Françoise et puis Pascal en ont déjà parlé. Moi, il y en a un qui me tient à cœur, c'est sans doute la capacité demain de la filière à s'organiser pour être collectivement plus efficace. À être mieux fédéré. Voilà, à être mieux fédéré, sachant qu'on est en face d'une filière qui, on va dire, qui par histoire, est assez atomisée. Et sans doute, si on veut mieux exporter, voilà. Alors ça commence, on l'observe. Moi, je suis très heureux, par exemple, des initiatives de parlement de la filière qui ont émergé cet été et qui montrent que finalement, la filière a pris conscience de la nécessité de s'organiser, de parler une seule voix pour être plus forte à la fois vis-à-vis, on va dire, du monde politique et du monde public, et puis également parce que je pense que demain, voilà, si la filière française veut exporter son excellence, et c'est vraiment une filière d'excellence, je crois qu'il faut le dire, vous allez présenter toute la journée des entreprises qui sont extraordinairement innovantes, avec des produits innovants, eh bien, si on veut valoriser tous ces atouts, il faut être en capacité de s'organiser pour être plus fort. Ok, merci Monsieur César. Merci pour ces interventions. Pas mal de questions passent devant nous. Là, il y avait quelques instants une question sur le cheval culturel. Que serait le cheval culturel? Mais on va donner la main et la parole surtout à la salle et on reviendra pourquoi pas sur quelques questions dans les tweets. Avez-vous des questions à poser pour Pascal Heidemann, Françoise Clément ou Jean César, avec des questions courtes, pour des réponses courtes si vous voulez bien, de telle sorte qu'on anime cette période. N'hésitez pas, levez la main, on va vous apporter un micro. Si vous avez une question autour de cette première table ronde. Pas de questions tout de suite. Comment les professionnels de la filière peuvent s'inscrire dans le développement du scénario cheval compagnon? C'est-à-dire, y a-t-il forcément discordance entre ce scénario et le professionnalisme de la filière? Qui veut répondre à cette question qu'on nous a posée sur Twitter? Je peux avoir une première réaction. Je pense que si on veut répondre à la demande de la société en termes du bien-être animal, nous devons le prendre en compte dans l'utilisation du cheval. Utiliser les chevaux, oui, mais en prenant en compte le mieux possible le bien-être des équidés. En étant précautionneux avec eux, pas de voilà. Utilisation modérée de la cravache, montrer qu'on prend soin d'eux et qu'on les maltraite pas. En ce moment, il y a des études qui sont menées qui visent à montrer que le cheval au travail n'est pas nécessairement un cheval malheureux, loin s'en faut. Comment intégrer les notions de bien-être du cheval aux pratiques sportives, un enjeu de revalorisation pour demain? Voilà, alors, là c'est pour aller encore un peu plus loin. Sylvaine nous demande, est-ce que finalement c'est un atout
pour revaloriser finalement un enjeu de revalorisation. C'est-à-dire que le bien-être peut-il être un levier finalement de développement? Moi, ce que je peux souligner, c'est qu'au travers de notre enquête sur le marché du cheval, on a vu que les acheteurs sont très préoccupés par la connaissance et leur relation avec le cheval. Donc, au-delà du bien-être, c'est vraiment un enjeu d'apporter de la connaissance pour améliorer cette relation, tout en ayant une pratique sportive ou de loisir. Mais on voit pour l'instant, à très court terme, il y a quand même un usage et des pratiques derrière. Donc, se préoccuper du bien-être et d'améliorer cette connaissance du cheval et de son comportement, tout en ayant et en poursuivant ces pratiques qui continuent quand même à exister. Dans la salle, y a-t-il des questions? Il nous reste encore quelques minutes avec nos 3 premiers intervenants avant de passer à la prochaine table ronde. Oui, 2 questions ici, si vous voulez bien. On va vous apporter un micro qui vous permettra de vous présenter, si vous voulez bien, et ensuite de poser la question. Bonjour à tous, je suis Anne Garato, gérante de l'écurie Garato. On est entraîneur de chevaux de course au trot. Donc justement, par rapport à la connaissance du cheval, on voit que beaucoup de personnes aiment les chevaux, mais croient qu'on a juste une filière fermée. Et ne serait-il pas intéressant de transmettre notre passion? Alors je pose la question parce que j'ai créé une fondation qui est toute récente pour permettre à tous les enfants de pratiquer l'équitation gratuitement. Et ceci en créant des classes de cheval pour permettre un partenariat sérieux entre les écoles et les centres équestres. Et ça, dès le plus jeune âge, un peu comme le foot. On fait du foot à l'école et pourquoi on ne ferait pas de l'équitation dès le CP? Donc on suit ces classes pendant 5 ans, du CP au CM2, afin de vraiment leur inculquer une culture et de les aider dans la construction d'eux-mêmes. Donc ma question, c'est... en fait, c'est même pas une question, c'est vraiment une affirmation de de ce que vous faites, et je trouve ça vraiment très bien. Mais comment peut-on soutenir ce genre d'initiative, en fait? Voilà, c'est ça aussi. Comment peut-on soutenir cette initiative? Qu'elle soit bénéfique pour tout le monde. On avait un tweet qui allait dans ce sens. Merci Anne Garato pour cette question. Voilà, le cheval culturel, est-ce qu'on peut le définir? Est-ce que finalement ce n'est pas ça le travail fondamental peut-être de l'IFCE et de la filière dans sa globalité? C'est d'ouvrir les portes. C'est dire que, au-delà de dire que le cheval c'est bien, c'est que oui, le cheval c'est vraiment bien, quoi. Oui, alors moi je pense que dans le cheval, en fait, il y a beaucoup de dimensions. On a parlé du bien-être, on a parlé d'environnement, on a parlé du sport, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le cheval donc est un vecteur sportif et de loisirs. Mais c'est également un facteur culturel. Nous avons en France et en Europe, mais en France aussi, une histoire du cheval, sachant qu'il y a à peu près 150 ans, le cheval était encore plus présent dans la société qu'il l'est aujourd'hui, puisque le cheval servait au transport, le cheval servait à l'agriculture, donc c'est vrai que il y a une dimension culturelle très très importante dans le cheval, et peut-être aujourd'hui on est en train de la redécouvrir. Et je pense que c'est pas forcément des changements de paradigme, c'est-à-dire que ce sont des choses complémentaires, et c'est des choses qui peuvent servir justement quelque part à faire monter en gamme les services que l'on offre finalement à travers la formation, à travers ce qu'on peut faire dans les centres équestres. Oui, le cheval peut être aussi un vecteur de culture. On le trouve dans nos monuments historiques, au-delà des haras nationaux. Et donc, c'est quelque chose qui peut très largement être valorisé. Avoir l'idée que demain, on peut avoir des circuits culturels de découverte de régions à cheval. Vous allez y contribuer, vous allez le faire ? Nous le faisons très concrètement, déjà à travers le cadre noir, puisque, on l'a dit, l'équitation de tradition française est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous conservons encore un certain nombre de haras nationaux, et nous essayons finalement de valoriser ce patrimoine culturel cheval.
Pour pas parler d'équitation, on pourrait parler aussi d'attelage. Nous avons près de 300 voitures hippomobiles dans les ex-haras nationaux, avec les savoir-faire qui sont liés à ces voitures historiques, et nous souhaitons mettre ces connaissances sur ces belles voitures hippomobiles à disposition aussi des professionnels qui voudraient développer demain des activités d'attelage, notamment l'attelage, on va dire, de tradition, avec des voitures un peu historiques. Mais pour revenir à la question, même si j'ai beaucoup de respect pour cela aussi, mais vous comprenez que c'est pas super fun pour les mômes de voir un attelage. C'est très culturel, c'est très intéressant. Mais est-ce qu'on peut amener les poneys dans les cours d'école? C'est finalement ça la question qu'on vous pose. Moi, je pense est-ce que vous allez y contribuer? Alors, en fait, c'est ce qu'on a fait depuis 20 ans, d'amener les poneys dans les cours d'école, et ça a bien marché. Sauf que justement, ce qu'on a expliqué, c'est qu'aujourd'hui, on était, je dirais, alors il faut continuer, bien sûr, il faut continuer à investir dans les jeunes générations, mais aujourd'hui, on est à un tournant, et on est effectivement dans un marché mature. Donc, moi, je suis pas sûr que l'objectif, c'est de mettre encore à cheval de plus en plus d'enfants, même si ça peut paraître souhaitable, et peut-être pour le plan économique. Mais moi, je pense que l'enjeu, c'est justement de faire évoluer l'offre, et de la mettre de façon beaucoup plus de la faire évoluer, et justement d'intégrer des dimensions comme le bien-être à travers le développement de l'éthologie, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on observe, intégrer la dimension culturelle, intégrer la dimension environnementale. Pour moi, ce sont des choses intéressantes pour justement diversifier l'offre et la faire monter en gamme pour répondre à un marché. Et c'est ce qu'on a essayé de dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus seulement les enfants qui s'intéressent à l'équitation, mais aussi un certain nombre d'adultes qui, après avoir pratiqué l'équitation pendant leur enfance, peut-être ont envie d'y revenir, mais de façon différente. Et c'est sûr qu'on ne peut pas leur offrir les mêmes prestations que peut-être celles qu'on va faire dans un centre équestre. Alors, je ne crois pas qu'il faut opposer, hein, c'est pas une question d'opposer les uns aux autres, mais c'est de dire qu'en fait, il faut venir sur des choses un peu plus diverses et sur une offre en fait plus diverse et plus construite. Ok, il nous reste 2 minutes pour la première table ronde. J'avais vu une autre question, monsieur, juste ici, toujours dans cette partie gauche de la salle pour vous. Et si je ne vois pas d'autres mains se lever, on passera à la deuxième table ronde dans la foulée, hein, mais n'hésitez pas. Monsieur. Oui, François Dufour, je viens de Normandie, je suis un petit éleveur de chevaux de selle. Je voulais savoir comment l'IFCE pense-t-il intervenir dans l'organisation territoriale. Vous avez parlé, Monsieur César, que la filière devait s'organiser, les filières doivent s'organiser, effectivement. Étant donné l'évolution actuelle concurrentielle aussi entre éleveurs dans les nouvelles configurations, comment l'IFCE peut-il intervenir pour que finalement l'élevage reste à la fois dans une progression génétique telle qu'on l'a connue ces dernières années, qui a fait notre renom, et en même temps l'organisation territoriale. Y a-t-il encore un avenir dans ce domaine, ou est-ce qu'on ne risque pas, dans un monde concurrentiel, de voir finalement un peu une concentration d'élevage ou une concentration d'animaux dans quelques élevages avec vraiment une disparition forte, notamment des éleveurs, puisque les chiffres nous le montrent, il y a une régression quand même du nombre d'éleveurs. Oui, alors le territorial, c'est une bonne question parce que je pense qu'effectivement, dans le cheval, il y a aussi une forte dimension territoriale, sachant que suivant les régions, on n'a pas forcément les mêmes élevages, les mêmes marchés. Donc c'est vrai que l'ouest de la France est une région importante sur le plan de l'élevage, notamment du cheval de sport et du cheval de course. Et puis, on a d'autres régions, on va dire, où le caractère cheval territorial va prendre le dessus. Nous avons également des bassins, je pense au Massif central, qui était traditionnellement un bassin important pour le cheval de trait. Donc effectivement, le cheval a une forte dimension territoriale. Alors, sur l'IFCE, notre ambition, c'est nous avons des délégations territoriales et nous souhaitons continuer à être présents au cœur des territoires, sachant que notre ambition, parce que nous sommes aussi en recomposition géographique, hein, nous sommes en train de céder nos anciens sites des haras nationaux, notre ambition est en fait, demain d'être en capacité de construire des projets
avec les collectivités, et je pense notamment aux régions qui aujourd'hui ont un rôle économique important, et plusieurs régions françaises sont engagées dans des démarches de développement de filières équines, donc avec des plans de développement de filières équines. Et quelque part, l'IFCE a la volonté d'apporter son expertise et son ingénierie pour aider à la fois les professionnels et les entreprises sur le terrain à monter ces projets et à les monter en partenariat avec les collectivités. Donc moi, c'est comme ça que je vois l'avenir de l'IFCE en territoire, sachant qu'on ne pourra pas avoir toutes les compétences de l'IFCE en territoire. Nous avons également 4 sites nationaux avec des plateformes d'expérimentation dans les domaines de l'élevage, de la reproduction. C'est le cas au Haras du Pin, où nous avons une jumenterie. À Saumur, nous avons une plateforme d'expérimentation autour des problématiques de la performance sportive et de l'équitation. Et puis, donc à Chambray, donc en Corrèze, nous avons une station d'expérimentation où nous testons les problématiques de croissance du cheval et de santé vétérinaire. Et donc, finalement, nous avons aussi au niveau national un certain nombre de compétences pointues qui peuvent être mobilisées en région, sachant que voilà, toutes les compétences ne seront pas forcément présentes en région. Voilà, moi c'est comme ça que je vois le rôle de l'IFCE en territoire demain. Merci beaucoup pour ces interventions, merci pour vos questions. N'hésitez vraiment pas à prendre la parole. La parole est prise également sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne le territoire, il y avait une question qui était posée, en tout cas une remarque qui était dite autour de la présence du cheval dans les villes et les villages, ce qui peut donner également une accoutumance à l'être équin tout près de nous. Et puis également une remarque sur le cheval pour les élites, alors qu'aujourd'hui il y a une émergence des écuries de groupe, notamment accessibles à tous du côté des courses. Une remarque qui vous permettra certainement d'échanger tout à l'heure, car dans le programme a été présenté et préparé un certain nombre de pauses de networking pour que vous puissiez échanger entre vous également sur toutes ces questions. Merci beaucoup, merci de votre venue.